Jonathan, tu nous proposes une intervention originale sur le yoga, et tu m'as dit très récemment que tu trouves que certains yogis sont encore pires que les théologiens. Et j'ajouterais que dire des profs alors, et tu seras ravi de constater qu'on a une belle brochette de toutes ces espèces-là aujourd'hui. Donc nous n'avons plus qu'à statuer sur qui sont les pires. Bonne intervention. Bonjour à vous, merci Marc, tu m'avais prévenu, donc je retiens l'idée. Et je tiens également pour commencer à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, à remercier le pôle Médiaculture pour nous accueillir aujourd'hui et à remercier Marc également d'avoir organisé cette journée et d'avoir eu la gentillesse de m'y inviter parmi les différents intervenants d'aujourd'hui. Et donc, comme Marc vient de l'annoncer, dans le cadre de cette journée de conférence dédiée à la philosophie, à la religion et au mystère, je souhaiterais partager avec vous quelques idées au sujet du yoga. Donc, au préalable, quelques mises en garde. Tout d'abord, je vais m'exprimer en tant qu'absolu non spécialiste de la question. Et à ce titre, je vais m'exprimer en tant que passionné plutôt, et ce qui implique évidemment beaucoup de simplification. Et étant donné ces simplifications, les idées que je vais vous présenter aujourd'hui constituent un ensemble de propositions ou encore de pistes de réflexion dont l'exploration et la remise en question sont entièrement ouvertes. En cela, il ne s'agit en aucun cas de positions dogmatiques. Et si ces propositions peuvent, à première vue, vous paraître de nature polémique, leur vocation est de susciter le dialogue ou encore le débat d'idées et non de camper des approches. Cela peut sembler évident pour une journée dédiée à la philosophie, mais il est important de rappeler cela de temps en temps, étant donné que ce qui est évident est aussi ce qui est le plus facile d'oublier. En témoigne notre corps, par exemple. Ceci étant dit, pour partager des idées autour du yoga et de cette approche du yoga par l'ingénierie de l'intime que je souhaite vous proposer aujourd'hui, il faut éclaircir 3 points. Tout d'abord, ce que va recouvrir ici la notion de yoga. Deuxièmement, ce que va recouvrir ici la notion d'ingénierie de l'intime. Et troisième point, ce qu'apporte l'articulation de ces deux notions. Autrement dit, en quoi la notion d'ingénierie de l'intime apporte un éclairage du yoga contemporain, voire du yoga à travers les âges. Alors parler de yoga à travers les âges et de yoga contemporain revient déjà à entamer le premier point, à savoir choisir un périmètre pour la notion de yoga. Mais avant cela, je souhaite encore expliciter le parti pris en termes de méthode d'exposition des idées que présuppose l'ordre de ces 3 points. Je vais d'abord expliciter la notion de yoga, ensuite celle d'ingénierie de l'intime et enfin les apports issus de l'articulation de ces deux notions. Mon parti pris consiste donc à ne pas définir dès maintenant la notion d'ingénierie de l'intime. J'ai fait ce choix afin de faire émerger cette notion à partir de l'exposé de ce que va recouvrir ici la notion de yoga. Ainsi, au lieu d'aller de l'histoire des sciences et techniques dont est issue la notion d'ingénierie vers l'histoire des religions dont provient la notion de yoga, nous allons opérer le mouvement inverse. Ainsi, et ce sera l'enjeu de mon exposé, j'espère vous montrer que loin de rompre avec l'histoire des religions, approcher le yoga via la notion d'ingénierie de l'intime participe à montrer comment les principes issus de l'histoire des religions se manifestent à l'époque contemporaine. J'espère ainsi montrer qu'approcher le yoga via la notion d'ingénierie de l'intime, propre donc à l'histoire des sciences et techniques, participe paradoxalement à se mettre sur le chemin de la spiritualité plutôt que de s'en éloigner. Mais revenons-en pour l'instant au premier point, à savoir ce que va recouvrir ici la notion de yoga. Alors les historiens du yoga, notamment ceux du Modern Yoga Research Group, un groupe informel de chercheurs anglo-saxons principalement issus de la faculté de théologie de l'université de Cambridge, ont coutume de distinguer un proto-yoga, un yoga classique et enfin un yoga moderne ou contemporain. Alors cette distinction se retrouve également dans les travaux d'Isée Tardan-Masquelier, grande figure du yoga en France, présidente de l'école française de yoga, historienne des religions, spécialiste de l'hindouisme, des spiritualités orientales et de la psychanalyse jungienne. Alors dans son ouvrage « L'esprit du yoga », Tardan-Masquelier fait correspondre à la naissance de ce qu'il est possible d'appeler le proto-yoga à un lent processus allant d'environ de 1500 avant Jésus-Christ à environ 500 après Jésus-Christ.
Alors ces datations sont bien sûr soumises à controverse. Et je les évoque tout de même puisque ça permet de borner un petit peu l'histoire de ce processus. Donc ce processus recouvre ainsi 2 des 3 phases historiques distinguées habituellement dans le développement de l'hindouisme, à savoir le védisme, allant d'environ 1500 à 500 avant Jésus-Christ, et le brahmanisme, aussi appelé hindouisme ancien, qui occupe la période comprise environ entre 500 avant notre ère et 500 après Jésus-Christ. Ce qui est caractéristique de ces 2 périodes, avec le côté réducteur que peut avoir cette caractérisation, est la ritualisation de l'expérience religieuse. Le védisme, au sein de ses rites oraux, cherche à condenser la parole originelle dans des hymnes et des chants. De même, le brahmanisme, organisé autour de la caste des brahmanes, est structuré par un ensemble de rites et de sacrifices qui ponctuent l'existence des adeptes de leur conception jusqu'à leur mort. Le processus correspondant à la naissance du proto-yoga est une réponse à cette ritualisation de l'expérience religieuse. Tardant-Masquelier parle de passage, via le proto-yoga, du rite au sacrifice intérieur. Autrement dit, d'un processus d'intériorisation du sacrifice. Dans la mesure où ce processus devient plus marqué aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, avec la rencontre entre brahmanisme, bouddhisme et jaïnisme, nous allons nous intéresser ici brièvement aux distinctions entre yogi et brahman, à partir de la distinction entre sacrifice extérieur et sacrifice intérieur. Paul Masson-Oursel, orientaliste et philosophe français du début du XXe siècle, dans son magistral Que sais-je sur le yogi, qui n'est malheureusement plus édité, tranche la distinction entre yogi et brahman de la manière suivante. Je cite, « Si l'Inde fut religieuse par ses brahmanes, elle fut mystique par ses yogis. » Qu'est-ce à dire ? Peut-on par exemple rapprocher cette distinction entre yogi et brahman de celle plus occidentale entre monacat et clergé ? Paul Masson-Oursel signale qu'une telle opération serait bien mal avisée, car pour lui, le yogi, qu'il appelle aussi l'improvisateur, et le brahman, qu'il appelle aussi le ritualiste, sont à peine commensurables. La différence d'approche du sacrifice entre brahman et yogi offre une manière d'envisager cette quasi-incommensurabilité. Étymologiquement, la notion de sacrifice, comme le rappelle Tardant-Masquelier, renvoie au latin sacrum facere, autrement dit faire du sacré. Le sacrifice permet ainsi de faire passer un être, une chose ou un événement d'un statut à un autre. La valeur de l'acte sacrificiel correspond en cela à la transformation qu'il accomplit. La valeur, à l'aune de cette opération sacrificielle, il y aurait ainsi 2 naissances pour chaque individu. La première, biologique et commune à tout un chacun, et la seconde, fabriquée par les rites et exigeant donc une expérience religieuse. Ce qui est bien sûr en jeu dans cette seconde naissance, façonnée donc par les rites, est la délivrance du pratiquant, autrement dit son salut. Les notions de salut et de délivrance renvoient dans le cadre du brahmanisme à l'idée de sortie du cycle des réincarnations évoqué ce matin, qui déborde le périmètre que je me suis fixé pour aujourd'hui. Revenons donc au sacrifice. Sans l'intériorisation du sacrifice proposé par le proto-yoga, le brahmanisme, en tant que théorie et pratique de l'efficience rituelle, aurait détenu en quelque sorte le monopole du sacrifice, et par conséquent le monopole de l'accès au salut. Avec la montée en puissance de ce que Masson-Oursel nomme les premières sectes de yogis, à savoir les yogis jaïns et bouddhistes, la doctrine du sacrifice évolue et se transforme en une recherche de discipline grâce auquel l'homme pourra accomplir en lui-même un sacrifice intérieur, selon la formule de Tardant-Masquelier. Le monopole de l'efficience rituelle brahmanique est alors interrogé par un nouveau comportement se revendiquant lui aussi comme voie d'accès au salut. Cette lente mutation du sacrifice extérieur en sacrifice intérieur dure, comme je l'ai déjà souligné, plusieurs siècles. Et je vais retenir ici 3 résultats pour cette mutation de l'approche rituelle du salut. Le premier résultat est la définition du sacrifice intérieur correspondant au yoga. Tardant-Masquelier décrit ce sacrifice intérieur comme un ensemble d'exercices de purification qui affinent le composé humain comme dans un processus alchimique.
où on passe par exemple du plomb à l'or, mais le plomb doit être détruit pour passer à l'or. Contrôle du corps, pacification des passions, vie sereine et régulière, autant de techniques et d'actions de transformation. Ce que le yogi sacrifie alors dans le sacrifice intérieur est le souffle et la pensée. Ce qui est visé par le yogi dans ce sacrifice intérieur est le grand silence, qu'il n'est possible de réaliser que dans l'immobilité du souffle et de la pensée. En sanskrit, c'est la notion de mona, M-A-U-N-A, qui rend compte de cette dynamique. Elle s'apparente au grec monos, un et seul, et au français moine, comme le propose Tardant masculin. Le deuxième résultat de cette mutation, prolongeant le premier, est une nouvelle conception du corps et de l'action. Si nous avons tendance à prêter aujourd'hui à l'Orient une perception positive du corps humain, que l'Occident aurait encore bien du mal à intégrer, la réalité est bien plus nuancée. Tardant Masquelier se rappelle combien sont paradoxales les représentations indiennes du corps. D'une part, le corps constitue le dernier échelon de la réalité humaine, étant donné que la matière représente, pour les Indiens, la plus basse manifestation de la nature, dont la modalité est l'opacité. Mais d'autre part, le corps, pour les Indiens, peut aussi servir de matériau d'évolution pour l'individu qui, par un dialogue intime avec cette matière inerte, parvient à en faire un levier du salut. Le rôle assigné alors au yoga dans cette représentation indienne du corps est de retrouver une maîtrise des sens. À l'état naturel, les sens sont constamment extériorisés et gorgent ainsi la conscience d'impressions et d'impulsions qui l'éparpillent. Le yoga constitue ainsi une voie de libération des sensations pour le pratiquant. La pratique du yoga offre en effet une maîtrise des processus sensoriels, donnant lieu, à terme, à une liberté dans la capacité de rétraction des capteurs de sensations. Comportement silencieux et posture immobile permettent ainsi au yogi de sacrifier intérieurement le souffle et la pensée. Le yogi atteint ainsi cet état d'unification ou encore d'harmonisation que l'on retrouve dans la racine yog du terme yoga et qui correspond au français joug, J-O-U-G, qui unit ou articule deux membres dans un même mouvement, comme cela est le cas par exemple pour des animaux de trait. Par cette action d'unification, par ce comportement de purification immobile qui est l'ancêtre de la notion de posture, par ce processus alchimique d'affinement du composé humain, les yogis ouvrent une voie d'exploration des rapports entre corps, comportement, action et pensée, dont rendent compte les notions contemporaines de dynamique psychophysiologique ou encore de psychosomatique, autrement dit de réciprocité entre les phénomènes corporels et les phénomènes psychiques. Enfin, le troisième résultat de cette mutation du rituel brahmanique en sacrifice intérieur, et sans doute le plus important, est la possibilité pour le yogi d'assurer lui-même son propre salut, sa propre délivrance, sans recourir à des sacrifices extérieurs. Masson-Oursel parle alors d'auto-libération. Le yogi et le yoga devient ainsi une activité permettant au yogi de s'affranchir lui-même des entraves qui le séparent du salut. À partir de cette idée d'auto-salut, s'éclaire la polysémie de la notion de yoga dans la langue sanskrite. Selon les contextes, la notion de yoga rend aussi bien compte des idées d'unification, de méthode, de pratique, voire de recette. Et la pratique du yoga en tant que comportement devient ainsi progressivement une manière d'obtenir cette seconde naissance, monopolisée autrefois par le rite, et dont dépend le salut. Tardant Masquelier remarque à ce sujet la connivence étymologique et symbolique entre les notions de rite et d'articulation. En intériorisant le rite, le yogi radicalise en quelque sorte ce dernier, en l'inscrivant par le biais de comportements techniques au sein de ses propres articulations anatomiques, qui revêtent ainsi une dimension symbolique. Le corps du yogi devient ainsi un corps de symboles, dont témoigne par exemple la notion de chakra, ou centre énergétique, expérimenté par le pratiquant, sans pour autant être strictement localisable. En cela, les chakras sont dissemblables des points d'acupuncture, par exemple.
car ils sont en quelque sorte des symboles vivants et agissants, selon la formule de Darnan Maskouli. Si je me suis tant attardé sur ces 3 mutations engendrées par le proto-yoga, savoir l'intériorisation du sacrifice, l'approche psychophysiologique du corps et surtout la possibilité d'auto-salut ou d'auto-libération par le pratiquant, c'est parce que ces 3 acquis du proto-yoga forment des constantes. Ces 3 acquis transcendent en effet les différences entre proto-yoga des périodes védiques et brahmaniques, principalement immobiles, yoga classique des fameux Yoga Sutras de Patanjali, codifiés aux alentours du IIIe siècle après Jésus-Christ, Hatha Yoga tantrique du XVIe siècle après Jésus-Christ, et yoga moderne ou contemporain conçu par Tirumalai Krishnamacharya au XIXe siècle. Examinons donc maintenant comment les évolutions du yoga ont prolongé cette première intériorisation du rite par les yogis, transformant ces mêmes rites en de multiples articulations organiques et symboliques. Lorsque le philosophe allemand contemporain Peter Sloterdijk évoque les Yoga Sutras de Patanjali dans son ouvrage « Tu dois changer ta vie », il les qualifie de technologie de soi, ou encore d'auto-technologie. Alors le yoga de Patanjali, en tant qu'auto-technologie, permet à l'homme de se produire lui-même et d'assurer par ce biais son propre salut. Cette opération d'auto-salut a lieu grâce à un système d'exercice reposant lui-même sur un système de paliers où les habitudes et dispositions acquises au cours des premiers paliers, tels que les devoirs moraux ou encore les positions corporelles, chez Patanjali, fournissent le socle pour l'appropriation des paliers suivants, impliquant des dispositions de plus haut niveau telles que le recul des sens déjà mentionné, la méditation ou encore la transe, toujours chez Patanjali. Ce qu'il s'agit de retenir ici est que le yoga, en tant qu'auto-technologie, ouvre à l'être humain la possibilité d'un auto-engendrement, qui repose lui-même sur un comportement d'auto-formation et d'auto-évaluation. Cette idée d'auto-technologie de production de soi, proposée par Sloterdijk, autotechnologie pouvant donc éventuellement donner lieu à un auto-salut passant par un sacrifice intérieur, est ce que recouvrira dans mon exposé la notion de yoga. Avant de passer à ce que recouvrira ici la notion d'ingénierie de l'intime, qui s'inscrit bien sûr dans le prolongement de l'idée d'intériorisation des rites extérieurs en articulation organique et de l'idée corollaire d'autotechnologie, il faut encore montrer brièvement comment les notions d'auto-salut et d'autotechnologie de soi ont été traduites au sein du yoga contemporain. Pour ce faire, il faut revenir à ce qu'a apporté au yoga classique, codifié donc par Patanjali dans ses Yoga Sutras, le Hatha Yoga des tantriques, codifié aux alentours du XVIe siècle de notre ère et repris par Krishnamacharya au XIXe siècle. C'est Marie Coq, journaliste et yogi parisienne, qui s'est penchée sur cet apport dans son ouvrage Yoga, une histoire monde, paru chez La Découverte en 2019. Selon elle, la naissance du yoga moderne correspond à un processus de médicalisation du yoga classique. Autrement dit, un processus d'introduction au sein du yoga classique d'une visée thérapeutique, se superposant quelque peu à la visée de libération et allant progressivement jusqu'à masquer cette dernière. En effet, avec le Hatha Yoga du XVIe siècle, le corps du yogi cesse petit à petit d'être surtout symbolique, pour devenir aussi, à part égale, un corps réel, un corps fait de chair et de sang. Il devient alors concevable que le yoga puisse non seulement délivrer, mais aussi soigner le pratiquant, grâce à un ensemble de techniques telles que la régulation de l'action du cœur, des poumons ou encore de la circulation du sang. Ce qui fait que Krishnamacharya va radicaliser cette idée au XIXe siècle lorsqu'il va concevoir son yoga fait de postures dynamiques, délibérément orientées vers la santé physique. L'introduction de la notion de santé dans le yoga bouleverse quelque peu l'économie du salut. Comme le remarque Marie Coq, avant Krishnamacharya, la pratique du yoga était conditionnée par l'adoption de dispositions spirituelles préalables. Après lui, la pratique du yoga devint une voie permettant de parvenir à ces dispositions. Ainsi, comme le formule Marie Coq, la pratique physique du yoga ne fut plus conçue comme le prolongement d'un chemin spirituel déjà avancé,
mais comme un moyen de se mettre sur ce chemin spirituel. Grâce à ce renversement, Krishnamacharya a extrait la pratique du yoga des seuls cercles d'ascètes pour la rendre compatible avec le mode de vie de tous les membres de la société, quelle que soit leur caste et quel que soit leur niveau de vie. Et pour opérer ce renversement, qui est aussi une déconstruction du yoga traditionnel en quelque sorte, Krishnamacharya a envisagé un yoga destiné à être diffusé et embrassé par les masses, en Inde et dans le monde entier. Krishnamacharya a ainsi extrait le yoga relégué aux grottes himalayennes, qui commençaient d'ailleurs à tomber en désuétude, et ce même en Inde, pour l'introduire dans les grands centres urbains. Cette introduction a donné lieu à une systématisation de l'enseignement du yoga, de sorte à le rendre exportable dans une perspective de mondialisation culturelle. Comme le souligne Marikok, il faut bien se rendre compte que la leçon de yoga à laquelle les pratiquants urbains sont habitués aujourd'hui ne vient pas du tout du fond des âges. Cette structure scolaire, qui fait du yoga un exercice rationnel, qu'il est possible de découper en séances avec un début, un milieu et une fin, date tout au plus du début du XXe siècle. Auparavant, le yoga était transmis de gourou à disciple, donc de maître à disciple, pourrions-nous dire, dans le cadre de l'ashram, équivalent de l'ermitage ou du monastère occidental. Arrêtons-nous un instant pour prendre acte de ce qui se concrétise dans le renversement opéré par Krishnamacharya. Dans le renversement opéré par Krishnamacharya, qui prolonge tout de même le mouvement initial d'intériorisation, notons-le, se profile l'idée d'une ingénierie de l'intime, où science et technique héritent de l'histoire des religions. Mais il faut bien se rendre compte également que cet héritage est alors masqué au premier venu, étant donné qu'il faut d'abord avoir parcouru un peu de chemin en matière d'articulation corporelle avant de s'ouvrir aux traditions spirituelles du yoga. Comme le rapporte également Marikok, c'est cette conception du yoga comme technique de santé, source à terme d'une forme de communion, que l'on retrouve encore chez le Premier ministre indien Narendra Modi, lorsqu'il entreprend de revaloriser le yoga au niveau mondial dès son arrivée au pouvoir en 2014. Dans le discours que Modi prononça en 2014 devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, dans le but de mettre en place une journée internationale du yoga, chose faite d'ailleurs étant donné que le 21 juin est depuis 2015 la journée internationale du yoga, Modi donc utilise les mots suivants pour décrire le yoga. Je cite : « Le yoga symbolise l'unité de l'esprit, du corps, de la pensée et de l'action. Il est important de coordonner tous ces éléments. Le yoga représente des perspectives intéressantes en termes de santé et de bien-être. Ce n'est pas simplement un exercice physique. C'est un moyen qui permet d'entrer en communion avec le monde et la nature. Cela favorise un changement de mode de vie. Cela débouche sur une prise de conscience et cela peut nous aider à lutter contre les changements climatiques. » Les arguments utilisés par l'ONU pour justifier la proclamation de la Journée internationale du yoga entérinent l'articulation entre yoga et santé, comme le rapporte aussi Marikok, en faisant du yoga, je cite, une approche globale de la santé et du bien-être, qui encourage les individus à adopter de meilleurs modes de vie. La santé mondiale est en effet un objectif de développement à long terme pour l'ONU. Mais il faut bien comprendre ce que recouvre pour l'ONU cette notion de santé globale. Il faut se référer pour ce faire à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé globale de la manière suivante. Je cite : « La santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de bien-être total, physique, mental et social. » À bien considérer la notion de bien-être total, la notion de béatitude n'est pas très loin. Et comme il est possible de s'en douter, les notions de salut et de santé ne sont pas sans affinité conceptuelle en Occident. Si la question divise les linguistes, des liens étymologiques et conceptuels ont par exemple été établis par le philosophe Jean Frère entre la notion platonicienne de sotéria, que l'on retrouve dans la notion de sotériologie, ou étude des différentes doctrines religieuses du salut de l'âme, et celle de santé. Pour Masson-Oursel, salut et santé sont également des expressions équivalentes en Orient. Avec la modernisation de l'idée d'autosalut permise par l'idée de santé, qui elle aussi présuppose l'idée d'autotechnologie de production de soi, ce qui était en germe avec l'idée d'intériorisation des rites parvient à maturité.
à savoir que la mise en œuvre d'un ensemble de techniques d'articulation peut permettre à un pratiquant de modifier son mode de vie au point de se produire soi-même, autrement dit de se donner naissance. Il faudrait analyser ici en détail l'idée de miracle thérapeutique, parfois mentionnée au sujet du yoga, mais cela excède le cadre de cet exposé. Pour en revenir à ce que recouvre dans mon exposé la notion de yoga, il faut retenir des opérations de mondialisation du yoga menées par Krishnamacharya et Modi, qu'elles participent à radicaliser la dimension d'autosalut du yoga traditionnel, tout en masquant cette dernière par la mise en avant de la notion de santé. Chercher la santé devient alors, en quelque sorte, un préalable pour se mettre en chemin vers une spiritualité, voire un salut. Afin de clarifier ce double mouvement de radicalisation et d'éclipse travaillant le yoga contemporain, à travers donc ce trait de continuité entre santé et autosalut, je vais montrer comment se greffe sur cette continuité entre santé et autosalut l'idée d'autotechnologie que développe la notion d'ingénierie de l'intime. Afin de continuer à faire émerger la notion d'ingénierie de l'intime à partir du yoga conçu comme technique de santé, je vais d'abord m'arrêter un instant sur la notion d'intimité et sur les liens qu'elle entretient avec celle de soins et de santé. Cette explicitation permettra de continuer à introduire l'idée d'ingénierie. Dans un ouvrage collectif intitulé « L'intimité menacée », enjeux éthiques dans la pratique du soin et de l'accompagnement, paru en 2019 chez Eras, Jean-Michel Vienne, professeur de philosophie à l'Université de Nantes, dédie un chapitre à la question « Qu'est-ce que l'intime ?» et ce, dans une perspective de soin. Vienne commence par remarquer, je cite, que ce qui caractérise d'abord l'intimité, c'est sa limite, une frontière qui circonscrit un domaine. Selon Vienne, la frontière est plus visible que le domaine. Et en effet, comme il le dit lui-même, quand on fait entrer quelqu'un dans son intimité, on ne sait pas trop ce qu'on lui accorde. Mais on sait qu'on ne lui refuse plus ce qu'on refuse au tout venant. L'intimité travaille ainsi l'idée de seuil entre l'intérieur et l'extérieur. Intérieur et intimité dérivent en effet du même mot latin intus qui signifie dedans. D'une part, intus, dedans donc, a donné naissance à intérieur, forme comparative qui énonce que l'intérieur est plus dedans que l'extérieur. Selon Vienne, l'intériorité désigne le regroupement en un lieu fictif de ce qui fait la subjectivité, à savoir les émotions, pensées ou croyances. En cela, toujours selon Vienne, avoir une certaine intériorité, c'est ne pas se disperser dans la multiplicité de ses actes, mais se fonder sur une vie intérieure qui inspire la vie extérieure. Pour Vienne, le corps est donc exclu par principe de cette intériorité, mais il la manifeste. Et inversement, un mépris, un avilissement ou encore une dégénérescence du corps fragilise l'intériorité. D'autre part, intus a donné naissance à intimus, forme superlative qui énonce que l'intime est ce qui est le plus au-dedans. Comme le rapporte Vienne, le français tardif a dérivé de l'adjectif intime, le substantif intimité. Mais ce qui distingue ces deux termes n'est pas facile à définir. Selon Vienne, la notion d'intime est plus souvent utilisée pour désigner l'aspect éthique. Est intime, sont mes intimes, ceux et ceux qui touchent à mon sens de la vie, à mes questionnements existentiels et essentiels. En cela, toujours selon Vienne, l'intimité est plus localisée. Ce sont des lieux, maisons, toilettes, parties du corps, qui font l'intimité. Le corps, contrairement à l'intériorité, est donc ici partie intégrante à la fois de l'intime et de l'intimité, dans la mesure où il touche à mon sens de la vie et constitue une localité qui me manifeste. L'intimité corporelle est même le lieu où se cristallisent les difficultés les plus importantes selon Vienne, étant donné qu'il s'agit par définition du lieu de l'intervention médicale et du soin. Le corps du patient est en effet pour Vienne à la fois le corps qu'extériorise un sujet et une réalité objective, qui suit des lois communes à un certain nombre d'autres corps, et ce dans la santé comme dans la maladie. Comme le montre Vienne, la fonction soignante se situe alors à la charnière de ces deux préoccupations. Intervenir
au nom d'une situation objective, matérielle, qu'il faut évaluer et traiter en toute objectivité, voire en toute technicité, tout en veillant à considérer la personne dans son intégralité, étant donné que son corps n'est qu'un aspect d'elle-même et qu'elle investit son corps d'affectivité et de valeurs multiples. Comme nous l'avons vu, une des particularités du yoga est d'exacerber les dynamiques psychophysiologiques. À ce titre, comme l'acte soignant, le yoga se situe à la charnière du corps, compris comme matérialité qu'il est possible de soumettre à un ensemble de techniques, et de la personne, comprise comme ensemble de symboles agissants et vivants, et donc riches de sens. À ce titre, également, le yoga travaille l'intimité comme ce qui est le plus au-dedans. En témoigne par exemple dans le yoga classique la notion d'enstase, autrement dit d'extase tournée vers l'intime, utilisée pour décrire l'état d'union. Nous allons voir maintenant comment dans le yoga contemporain, la notion d'ingénierie permet de rendre compte de la manière dont le yoga travaille l'intimité du pratiquant et articule par ce biais santé et autosalut. Autrement dit, comment l'ingénierie de l'intime permet aux pratiquants de se mettre en chemin vers une spiritualité comprise par exemple comme une forme de communion avec le monde. Alors l'usage de la notion d'ingénierie pour exprimer la manière dont le yoga contemporain travaille l'intimité du pratiquant et lui permet d'obtenir une forme de santé, sans parler encore de salut, peut sembler inapproprié de prime abord pour exprimer le début d'une quête. En effet, au sein de l'histoire des sciences et techniques, la notion d'ingénierie fait traditionnellement référence à un ensemble d'actions menées au sein du monde extérieur, dans une perspective de résolution de problèmes. En témoigne la formule consacrée, l'ingénierie fournit des solutions techniques à des problèmes techniques. Un fleuve sépare deux rives, des ingénieurs vont nous construire un pont. Nos machines ont besoin de plus d'énergie, des ingénieurs vont nous construire une centrale hydraulique sur ce même fleuve. Et ainsi de suite pour tous les problèmes techniques qui pourraient vous venir à l'esprit. Pourquoi alors appliquer cette notion pour rendre compte du sacrifice intérieur propre au yoga, où se joue la santé, voire le salut du pratiquant? Utiliser cette notion d'ingénierie pour rendre compte du yoga, n'est-ce pas réduire le yoga à une solution technique pour des problèmes techniques, en relation avec le corps humain, comme le fameux mal de dos par exemple, qualifié de mal du XXIe siècle? Eh bien pour Sadhguru, mystique et yogi indien contemporain, c'est tout autre chose qui se joue dans la notion d'ingénierie de l'intime. Il s'agit de dire avec les mots d'aujourd'hui une vérité plurimillénaire, et de l'adapter ainsi au contexte métaphysique propre à l'époque contemporaine. Il faut bien comprendre comment cette opération de langage prolonge en quelque sorte l'opération de déconstruction du yoga traditionnel menée par Krishnamacharya. La notion d'ingénierie, explicitement appliquée au yoga contemporain, apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Sadhguru intitulé Inner Engineering, un Yogi Guide to Joy, paru en 2016. Titre malheureusement traduit en français, en 2018, de manière très niaise, par La transformation intérieure, un grand maître yogi nous enseigne l'art de la joie. Alors si l'on se fie plutôt au texte anglais, traduit mot à mot, Sadhguru parle donc d'une ingénierie de l'intérieur. Mais je propose, au vu de la distinction établie plus haut entre intériorité et intimité, de parler en français d'une ingénierie de l'intime, pour mieux rendre compte de la manière dont le yoga travaille à la fois le corps du pratiquant, suivant des lois applicables à une multitude de corps, et ce qui fait sens pour le pratiquant, autrement dit son mode de vie, pour reprendre les termes utilisés par Modi dans son discours devant le. Lorsque Sadhguru évoque le yoga au cours de ses interventions qui ont lieu au sein d'importantes institutions contemporaines, comme par exemple le Forum économique mondial, l'ONU, Stanford, le MIT, Harvard ou encore Wharton, dans bien d'autres institutions, lorsqu'il évoque le yoga, donc Sadhguru le conçoit à la fois comme un état et comme une technologie. Alors un état parce que le yoga étymologiquement fait référence pour lui à un état d'union, c'est-à-dire un état d'être où l'individu expérimente un état d'union avec l'existence. Mais aussi une technologie, parce que le yoga, pour Sadhguru, fait référence à une science spirituelle antique, décrivant les méthodes et technologies à mettre en œuvre pour atteindre cet état d'union. Ainsi, pour Sadhguru, le yoga est à la fois une technologie de transformation et une technologie de bien-être, qui s'inscrivent dans ce qu'il appelle une ingénierie de l'intime.
Alors en quoi la notion d'ingénierie de l'intime dit-elle, avec les mots d'aujourd'hui, une vérité plurimillénaire appliquée au contexte métaphysique propre à l'époque contemporaine? À première vue, l'idée d'ingénierie de l'intime pourrait sembler desservir cette transmission. Comme ironise Marie Koch, le yoga mondialisé d'aujourd'hui ressemble parfois à un système-outil vidé de sa spécificité et livré avec un mode d'emploi complet pour qu'il fonctionne pour tous. Mais ce yoga contemporain s'inscrit également dans le fil d'une spiritualité vivante, faite de réformes qui ont permis de renouveler au cours des millénaires cette discipline spirituelle à médiation corporelle qu'est le yoga, selon la formule d'Isétardo-Masculine. Le yoga, en tant qu'ensemble de sacrifices intérieurs destinés à ouvrir la santé ou le salut, est en effet un phénomène vivant, fait de mutations, et qu'il est donc contre-productif de présenter comme un ensemble conceptuel figé qui serait indifférent au contexte socioculturel où il s'inscrit. Au contraire, comme le rappelle Sadhguru au début de son ouvrage, si la vérité du yoga est en quelque sorte intemporelle, comme le rappellent les idées d'articulation ou d'autosalut, la technologie et le langage qui expriment cette vérité sont toujours ancrés dans une contemporanéité. Et s'ils n'étaient pas ancrés dans cette contemporanéité des pratiquants, ils n'auraient pas de sens pour eux. Sadhguru souligne ainsi l'importance de veiller à la pertinence des traditions, afin de ne pas s'enfermer dans la vénération de pièces de musée, selon sa formule, et de s'assurer ainsi que les technologies antiques, qui méritent notre attention, soient également pour nous des technologies d'avant-garde. Et c'est dans cette adaptation au contexte contemporain que se joue le prolongement de l'opération de déconstruction du yoga menée par Krishnamacharya. Par cette actualisation, Sadhguru parvient à faire de la notion d'ingénierie une amorce de spiritualité, contournant ainsi l'obstacle que représente, pour une démarche métaphysique ou mystique plutôt, la demande de rationalité propre à la plupart des publics éclairés de nos jours. Nous n'avons pas eu le temps de présenter ici en détail les 3 mouvements d'appropriation du yoga par l'Occident, à savoir la première vague théosophique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle passionnée par l'occultisme, la deuxième vague hippie passionnée de syncrétisme et de mystique, et enfin la troisième vague débutant au début des années 1990 et étant marquée par une approche plus rigoureuse des différentes traditions de yoga, dans la mesure où elle s'appuie sur une analyse critique des héritages. Disons simplement que, prenant acte de ce contexte de rationalité et de rigueur et de critique des héritages, Sadhguru présente les vérités du yoga à partir de l'histoire des sciences et techniques, afin de lever la méfiance que peut éveiller une approche frontale du salut, c'est-à-dire une approche ne passant pas par une forme de technologie. Sadhguru présente donc la notion d'ingénierie de l'intime comme une réinvention du yoga, à la fois fidèle à la tradition et réinventant cette tradition pour veiller à ce qu'elle soit toujours un phénomène vivant. Pour ce faire, Sadhguru étaye sa conception du yoga comme ingénierie de l'intime par des propositions qui, livrées à elles-mêmes, peuvent d'abord laisser le lecteur perplexe, mais qui, mises ensemble, ouvrent de nouvelles perspectives. Sadhguru affirme par exemple que toute expérience humaine, dans une certaine mesure, est créée par celui qui l'expérimente. L'observation qui le pousse à formuler cette idée prolonge la longue tradition psychosomatique déjà rencontrée avec les résultats du proto-yoga. Mais il complète cette dernière par un vocabulaire chimique, prenant acte des acquis de la pharmaceutique contemporaine. Selon Sadhguru, toute fluctuation au niveau de l'esprit entraîne une réaction chimique, et réciproquement, toute réaction chimique interne entraîne une fluctuation au niveau de l'esprit. La joie, comme le malheur, correspondrait ainsi à des états chimiques particuliers générés par l'individu consciemment ou inconsciemment. Sur cette base, Sadhguru propose de comprendre le yoga comme un système empirique consistant en une aventure d'auto-alignement qui permet aux pratiquants d'être à la fois alchimistes de ce qu'il expérimente et objet d'expérience. Le yoga est ainsi pour Sadhguru une technologie du bien-être intime dans la mesure où il fournit une ingénierie apte à créer une base chimique pour une existence faite de béatitude. La création de cette base chimique existentielle est précisément, selon Sadhguru, l'objectif du yoga conçu comme ingénierie de l'intime. Autrement dit, on assiste ici à une réinterprétation de la seconde naissance intériorisée par le yoga. Le sacrifice intérieur est ici formulé en termes de biochimie.
Cette biochimie devient elle-même, une fois maîtrisée, une voie de santé, voire de salut. Et prolongeant la distinction entre sacrifice extérieur et sacrifice intérieur, Sadhguru spécifie sa notion d'ingénierie de l'intime en distinguant technologie externe et technologie interne, ou technologie intime. Selon Sadhguru, il existe d'ailleurs un paradoxe entre notre niveau de technologie externe et notre niveau de technologie intime. Avec notre technologie externe, l'ingénierie de l'extérieur en quelque sorte, nous remodelons le monde selon nos souhaits, afin qu'il fonctionne mieux. C'est du moins l'objectif affiché de l'ingénierie classique. Ainsi, nous créons pour nous-mêmes les situations extérieures les plus souhaitables. Nous pouvons penser ici à l'architecte qui crée les environnements les plus confortables à vivre pour des êtres humains, ou encore le design d'interface qui crée les expériences les plus fluides pour les utilisateurs d'outils numériques. Mais qu'avons-nous à notre disposition pour créer les situations intimes que nous souhaitons? Qu'avons-nous à notre disposition en termes de technologie pour ne plus être esclaves de nos sensations et de nos impressions, voire de nos états chimiques? Nous avons bien sûr la possibilité d'importer une certaine stabilité de l'extérieur, comme le propose l'industrie pharmaceutique. Mais nous sentons bien que cette stabilité importée et non générée a quelque chose de fragile, ne serait-ce que par ses effets secondaires. Pour Sadhguru, au-delà de la biochimie, penser le yoga comme une ingénierie de l'intime revient à le considérer comme une technologie apte à créer les situations intimes que chacun souhaite pour lui-même. Et ce, par un effort de conscience et de discernement s'apparentant à un sacrifice intérieur, des souffles et pensées excédentaires, voire parasites. Marie Koch parle d'ailleurs du yoga comme de la psychanalyse du XXIe siècle, en écho à ce que permet l'écoute du langage corporel en termes de réceptivité à l'indicible. Le yoga se présente alors comme un outil de gestion de la vie intérieure, qui permet de ne plus vivre par accident, mais de comprendre la nature du corps et de l'esprit et surtout de choisir cette nature. C'est ainsi que Sadhguru distingue le yoga des autres activités humaines. Selon Sadhguru, le dénominateur commun de la multitude de choses qu'un humain peut faire est qu'elles sont toutes des expressions de ce qu'est ce même humain. Qu'il s'agisse de parler, d'écrire, de cuisiner, de danser ou de peindre, à chaque fois l'humain s'exprime. Une pratique assidue transformera bien sûr, à force d'application, l'humain qui la pratique. Mais aucune de ces activités, selon Sadhguru, n'a pour but de déterminer ce que l'humain veut être. Aucune de ces activités n'oblige à choisir et à discerner un niveau énergétique, une chimie interne, voire même une génétique. Aucune de ces activités, en somme, ne rend nécessaire à terme la mise en œuvre d'une seconde naissance. Et c'est là, selon Sadhguru, la possibilité qu'offre le yoga aux pratiquants assidus, à force d'écoute, de discernement et de choix. En un mot, de sacrifice intérieur et d'autotechnologie de production de soi. Et de manière tout à fait étonnante, Masson-Oursel parle déjà dans les années 60 des yogis comme d'ingénieurs de biologie individuelle. Et capture également l'idée au cœur de l'ingénierie de l'intérieur lorsqu'il écrit, je cite, « L'art est façon de faire, le yoga façon de se faire ». Autant de formules de cette seconde naissance intériorisée par les articulations et les déconstructions du rite, déjà suggérées dans le proto-yoga. Le yoga, en tant qu'ingénierie de l'intime, introduirait ainsi, selon Sadhguru, en commençant par le corps, une flexibilité dans les comportements et les compulsions, de sorte à ce que même si la vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons, étant donné que le monde ou autrui ne sera jamais sous notre contrôle, nous puissions tout de même nous comporter comme nous le souhaitons, c'est-à-dire choisir une façon d'être plutôt que de subir, de manière quelque peu tragique, une façon d'être accidentelle. L'ingénierie de l'intime ouvre ainsi une sorte d'espace de fiabilité, en participant à créer des situations intimes constructives, à l'instar d'une ingénierie de l'extérieur qui construit tous les jours des bâtiments, des outils ou des logiciels sur lesquels nous pouvons compter pour notre quotidien. Le yoga, en tant qu'ingénierie de l'intime, permettrait ainsi en quelque sorte à chacun de pouvoir au moins compter sur lui-même, et par ce biais lui permettre d'entrer en communion avec le monde, ou encore d'assurer sa propre santé, voire son propre salut. Concevoir le yoga comme ingénierie de l'intime revient alors à formuler en quelque sorte une ingénierie de la condition humaine,
qui véhicule une vision du monde où l'humanité n'a d'autre choix que de se sauver elle-même, grâce à ses propres capacités ou à sa propre ingéniosité. Cette vision du yoga participe bien sûr d'un contexte métaphysique que l'on pourrait qualifier en allant vite de nihiliste, envisageant un monde où il n'y a ni Dieu, ni Messie, ni Sauveur, ni même de héros surnaturels à qui faire appel pour endiguer les désordres climatiques ou autres. En somme, un contexte où l'homme est le seul ingénieur responsable de sa propre santé, ou encore de son propre salut, voire de sa propre damnation éphémère. Mais cette vision du yoga, semblant construite sur mesure pour notre contexte socioculturel, nous permet aussi de comprendre comment la technologie est toujours débordée par l'élan de santé, voire de salut qu'il apporte. Et de comprendre dans le même mouvement comment l'histoire des sciences et des techniques peut entrer en résonance avec celle de l'histoire des religions, voire prolonger cette dernière. Autrement dit, cette vision permet de résister à l'évidence superficielle d'une annulation de l'histoire des religions par l'histoire des sciences et techniques. Ce débordement de la technologie incarné par le yoga semble ouvrir à chaque époque un nouveau trait d'union entre passé et présent, entre l'extérieur de l'expiration et l'intime de l'inspiration, entre ce qu'il y a de plus évident et ce qu'il y a de plus secret, entre les articulations de la spiritualité orientale et le contexte métaphysique occidental, et enfin, peut-être, entre le mystère de la santé et le mystère du salut. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jonathan pour ton intervention très riche et très travaillée. On passe aux questions. Ouais, je voudrais vous poser une question à partir d'une position qui se tient un peu à distance de votre exposé. D'abord parce que je n'ai pas les moyens de contester ou au contraire de confirmer vu dedans votre argument. Ce dont vous avez parlé, c'est continuellement, si j'ai bien entendu, de soi, de son intériorité, de la production de soi, de la technologie de soi, de la technologie de l'intimité. Ce qui me paraît être porté par une présupposition qui vaut ce que valent les autres présuppositions, à savoir que pour chaque sujet, la maîtrise de soi est un objectif éminemment tenable. Alors, je me suis demandé si ce qu'on appelle, pas simplement en philosophie, d'une façon générale, existence, en entendant bien le sens de ce préfixe ex qui veut dire se tenir hors de soi. D'ailleurs, à un moment, vous avez dit que les grandes questions existentielles se posent au plus profond de notre intimité. Il me semble qu'il y a là déjà comme une tension entre le intus, le in et le ex de l'existence qui interroge, disons. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt considérer que, au fond, nous ne choisissons pas de naître, nous ne choisirons pas de mourir, et qu'entre naître et mourir, nous avons à exister, mais que cet exister est entièrement tributaire de l'extériorité plutôt que de l'intériorité. D'ailleurs, les deux préfixes, là encore, consonnent. Le préfixe de l'existence et celui de l'extériorité. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut considérer que l'existence est programmable? Est-ce qu'au contraire, l'existence ne dépend pas de ce qu'on appelle extériorité ou altérité, c'est-à-dire d'une rencontre, d'un aléa, d'un imprévisible, d'un inattendu absolu? Je tombe amoureux, je ne tombe pas amoureux, je fais une rencontre, etc. etc. Il me semble qu'il y a là, entre ces deux, au fond, entre ces deux grands ordres de présuppositions, quelque chose qui entre qui se heurte très profondément. Et je me demande si le yoga, ce que vous en avez dit aujourd'hui, ne repose pas sur cette vieille idée, enfin, ne croise pas, ne repose pas en aucun cas, c'est une ancienneté qui est, mais sur cette vieille chose stoïcienne, selon laquelle il faut s'en tenir à ce qui dépend de nous et s'abstenir pour ce qui concerne ce qui ne dépend pas de nous. Sauf il se trouve simplement que dans nos existences, ce qui nous affecte au plus profond, au plus intime, on pourrait dire, c'est ce qui ne dépend pas de nous. Évidemment, je peux choisir la couleur du vêtement que je vais acheter tout à l'heure. C'est pas très important.
Et donc j'ai beaucoup de, je dis des choses un peu en vrac comme ça, mais j'ai beaucoup de réserves sur cette idée d'une ingénierie de soi, d'une production de soi, d'une technologie de soi, ce qui est toujours praticable, mais qui va absolument, comme un programme, si vous voulez. Mais ce programme, à tout instant, pratiquement chaque jour de notre vie, va être détraqué par l'extériorité ou l'altérité. Alors, je dirais, la première réponse que j'aurais à apporter à cette tension que vous exprimez entre intimité et extériorité, c'est la notion d'improvisation. Parce que effectivement, il y a cette impression avec le vocabulaire que j'ai employé d'un plan, de quelque chose on aurait une espèce de liste de points qu'il faudrait faire ou accomplir pour aboutir à une maîtrise de soi. Mais il y a aussi l'idée que, plus une idée, on va dire, plus musicale, qu'il faudrait réviser ces gammes en quelque sorte pour improviser. Il faudrait se préparer pour accueillir. Et en fait, quelque part, c'est, je pense, la vision que moi j'ai eue, du peu que j'ai lu du yoga, parce que comme dit, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais l'impression que cela m'a laissé, c'est que le yoga, par ses exercices, par cette alchimie, prépare à accueillir. Ça permet d'accueillir autrui, comme on l'a évoqué ce matin, en fait, avec le couple, et accueillir, en quelque sorte, dans un rituel, une altérité. En fait, cela n'est possible que si nous avons nous-mêmes atteint, en fait, comme s'il y avait de la place pour accueillir autrui. Et en fait, c'est cette idée de, lorsqu'on supprime, lorsqu'on décante les choses par le souffle, par la pensée, et qu'on se libère, en fait, des excédents, parce que c'est un peu cette idée, quand on parle de maîtrise des sens, c'est pas vraiment une idée de contrôle, mais c'est de rendre possible des sensations que l'on souhaite. Et qui sont, c'est un exemple que Sadhguru utilise, c'est par exemple quand on marche dans la rue, nous ne pouvons pas choisir les sensations par lesquelles nous sommes pénétrés. C'est exactement ce que vous décrivez. Si on marche dans la rue, on voit un meurtre, par exemple, ce meurtre va entrer en nous, va entrer dans notre mémoire, va peut-être nous traumatiser, on n'en sait rien. Mais le choix que l'on a, c'est soit se laisser traumatiser par ça et subir ça et se laisser descendre en quelque sorte par ça, soit travailler avec ça. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est un choix ? Mais on peut quand même, c'est tout le principe de l'objectif thérapeutique, c'est de soit mettre en quarantaine l'événement traumatisant, soit jouer avec en quelque sorte. C'est un peu ce côté, soit on a la liberté de, on ne touche pas à ça, on rejette complètement autrui ou ce que l'extérieur a mis en moi. En fait, je dirais ça comme ça, en fait, pour rester sur cette tension intérieure-extérieure. Soit il y a des choses de l'extérieur qui viennent en nous, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on les met en quarantaine et qu'on essaye de les contenir, soit on fait quelque chose à partir de là. Et là, c'est un processus alchimique où on transforme, pour utiliser la formule un peu classique, on prend de la boue pour en faire de l'or. Ce serait cette idée-là. Bien, résoudre. Mais effectivement, c'est cette mesure entre un contrôle un peu maniaque de sa propre vie et on va dire une espèce de... Non, mais surtout, ça me paraît infaisable, impossible. On peut toujours vouloir de façon maniaque contrôler sa propre existence et la programmer. Ce que je dis, le programme sera inévitablement détraqué et produira, alors la notion d'improvisation est intéressante, et produira justement des imprévisibles, mais la notion d'improvisation, je pense à des choses, à des très beaux textes là-dessus qu'a écrit Derrida. La notion d'improvisation, elle indique une sorte de primat absolu de l'extériorité. Alors bien sûr, face à ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus, je fais comme je peux, je fais avec, faudrait dire. Mais ce n'est pas la même chose que vous avez dit, à un moment vous avez dit, il convient de créer intérieurement des situations qui me conviennent. Ça, c'est le contraire de l'improvisation. Là, c'est au contraire se fermer à quelque chose qui pourrait m'advenir et face à quoi j'aurais à improviser, au sens de faire avec. C'est-à-dire, les situations qui me conviennent, je ne les gouverne pas. Et il me semble, et je ne peux pas les produire ou les autoproduire comme ça, à partir de ma seule intériorité, comme si elle avait une dynamique propre, alors qu'elle risque fort de s'enrayer sur elle-même.
et peut-être même à la fin de m'enfermer en moi, ou de me couper de l'extériorité au sens général, pas simplement l'extériorité d'autrui, l'extériorité du temps, par exemple. Le temps, le mode de temporalisation du temps, c'est ce qui me détermine et ce que je ne détermine pas. Enfin, on pourrait multiplier les exemples de cette sorte, mais voilà, je m'interromps. Mais après, pour reprendre sur cette idée-là, c'est pas tellement de déterminer avant que ça nous arrive, mais une fois que cela nous est arrivé, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Plutôt cette idée-là, est-ce que le logiciel, ou si on pourrait utiliser des termes d'informatique, ce serait un logiciel qui s'adapte en fonction des situations qu'il rencontre. C'est plutôt ça en fait, cette capacité d'adaptation, cette capacité de, malgré ce qui nous arrive, on peut quand même continuer, on peut recréer, il y a une activité en fait, on n'est pas détruit en fait par ça. Parce que c'est presque, je ne veux pas utiliser la notion de résilience, parce que ça pose aussi énormément de problèmes, mais ce serait plus cette idée-là en fait. Et pour pouvoir faire face aux situations de l'existence et partager des expériences à partir de ça. Et rendre aussi des situations intéressantes, parce que c'est, comme ça a été décrit ce matin, par exemple, des méditations sur des cadavres ou des méditations dans des situations extrêmes, ça permet en fait en gros, quoi qu'il arrive, on est familier avec cela en fait. Il y a déjà une familiarité, il n'y a pas de situation qui est suffisamment tragique ou suffisamment dramatique pour nous vider de toute vie et de toute énergie, quoi. Mais bon, c'est un vaste sujet, effectivement. D'autres. Moi j'avais une question qui rejoint un petit peu le propos de monsieur. C'était par rapport à la notion d'ego. On dit qu'effectivement, les textes, que ce soit Patanjali ou autres, disent bien qu'il faut faire taire les fluctuations du mental pour que se révèle notre centre, mais qui n'est justement pas l'ego, puisque l'ego engendre la souffrance, etc. Et donc, là, quand on parle du yoga comme étant se sauver soi-même, sa propre santé, son propre... On a l'impression que c'est un peu l'individu, justement, dans toute sa splendeur, tout puissant, qui veut se sauver, qui veut s'auto-créer, donc on a presque l'impression que c'est un peu un ego qui est surdimensionné, finalement, qui voudrait être maître de tout, alors que justement, on veut essayer de le faire taire pour qu'émerge autre chose. Alors, je vous remercie pour votre question, que ça permettra de poursuivre un peu sur cette idée-là. Je donnerais une image pour ça, en fait, pour le geste, on va dire, parce que c'est une question d'éparpillement, en fait. C'est pas tellement le fait de construire une citadelle du moi, en quelque sorte, mais plutôt de résister à cet éparpillement qui fait que, dans la multiplicité, on peut se perdre. Et une image qui est assez intéressante pour ça, c'est utilisé par des applications pour la méditation. C'est quelqu'un qui est sur une autoroute, en fait, qui est au bord d'une autoroute et il y a des voitures qui passent. Et en fait, il a deux choix. Soit il peut continuer à regarder les voitures qui passent les unes après les autres, soit il peut faire du stop ou, quand une voiture s'arrête, entrer dans la voiture et partir sur l'autoroute. Et c'est un peu le choix que l'on a avec toutes les idées. Quand on médite, il y a plein d'idées qui nous passent par la tête, quoi. C'est très difficile de faire le vide. Donc soit on se laisse embarquer par chacune de ces idées et on voit bien où elles nous mènent, soit on continue à laisser passer les idées les unes après les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voitures sur l'autoroute en quelque sorte. Et que la route soit vide et qu'on puisse apprécier le silence en fait il y a de moins en moins de voitures qui passent en quelque sorte. Et plus le niveau de nervosité va augmenter, évidemment il peut y avoir un embouteillage sur l'autoroute. On peut filer la métaphore comme ça. Et donc c'est cette idée-là, en fait, je pense, de ne pas se laisser éparpiller. Après, ça ne conduit pas nécessairement à avoir justement cet ego ou à s'imposer, en fait, mais simplement à résister au fait d'être entraîné, de suivre, en fait, de subir, en quelque sorte. Ce serait un peu l'image que j'utiliserais pour répondre. D'autres questions ? Rapidement, Clément. Merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être une petite précision sur l'alchimie.
j'ai trouvé le parallèle extrêmement intéressant. Et si j'ai bien compris ce qui se passe dans l'alchimie, c'est pas tellement transformer le plomb en or, c'est transmuter. Sous-entendu, changer la nature de quelque chose, le faire devenir autre. Du coup, est-ce que la pratique des exercices du yoga, ça permet à l'individu de devenir autre, à proprement parler? En t'écoutant, ça m'a aussi beaucoup fait penser à un Juvénal, à un corps sain dans un esprit sain, et puis surtout, un esprit ne peut pas être sain si à côté le corps n'est pas sain. Et c'est cette espèce de symbiose et d'entraînement du corps par l'esprit et de l'esprit par le corps. Si je me trompe, ça m'a fait penser à ça. Ben, pour continuer sur cette idée, enfin c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ici, mais les Indiens parlent par exemple d'une métaphysique de la cuisson. Pour évoquer justement cette idée-là, enfin il y a un terme qui est pour évoquer les exercices, les exercices corporels, c'est le terme tapas, T-A-P-A-S, et ça signifie l'ardeur en fait. Et cette idée-là, en fait, c'est un feu, littéralement, c'est un feu par lequel le pratiquant, en fait, consume, et là on revient au vocabulaire de la pureté et de l'impureté, voilà, où le pratiquant consume les impuretés que l'on peut comprendre comme des idées parasites, ou comme aussi les toxines qu'il a dans son corps, quoi. Voilà. Et il y a évidemment cette analogie permanente, enfin, c'est cette idée de réciprocité entre les phénomènes corporels et les phénomènes psychiques. Et les phénomènes psychiques. Mais évidemment, selon les yogas, parce que comme j'ai dit là, j'ai simplifié énormément, mais il peut y avoir des yogas qui sont beaucoup plus tournés vers les textes, ça j'en ai pas du tout parlé, ou des yogas, et typiquement le yoga contemporain que l'on a aujourd'hui, c'est le Hatha Yoga en fait. Ce qu'il y a en Europe, c'est le Hatha Yoga. Donc voilà. C'est on va dire cette distinction-là et cette présence du feu dans le corps et à contextualiser pour un yoga particulier, avec prudence. Très bien, merci Jonathan. 5 minutes de pause pour la caméra et pour aérer un petit peu les esprits, alors que Christian vient juste de faire un néologisme en me traitant d'égonomane.